À 6h15, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock pour la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Ils prennent un peu d'avance ce matin à l'image de Direct Matin qui crie victoire sur une image de la foule en liesse dans les rues de Paris le 8 mai 1945, image en noir et blanc. Sur le même sujet, Metro News titre 8 mai, avantage États-Unis. Pour plus d'un Français sur deux, 54%, ce sont les États-Unis qui ont le plus contribué à la défaite de l'Allemagne. Alors là, vous vous dites, encore un sondage, qui plus est là-dessus, ça n'a aucun sens. Eh bien si, car la même question, exactement la même question, avait été posée en 1945 justement. Et à l'époque, 57% des personnes interrogées avaient répondu l'URSS et pas les États-Unis. 8 mai 1945, la victoire, les ruines et l'espoir, c'est cette fois la une de l'Humanité. La Croix titre sur les élections en Grande-Bretagne, les Britanniques en plein doute, c'est pour 20 minutes l'élection reine. Une autre élection dont on connaît le résultat et pour cause, c'était il y a 20 ans, le 7 mai 1995, Jacques Chirac entrait à l'Élysée, titre Le Figaro. Le Figaro qui nous propose le récit d'une victoire. Anne Fulda nous raconte notamment la réaction de Chirac quand à 20h, après 2 échecs à la présidentielle, son visage apparaît sur les écrans de télé. Je crois que cette fois c'est bon. Presque un cri de soulagement pour un homme politique qui avait été donné comme mort, KO debout, terrassé par la Baladura Mania, rappelle Anne Fulda. Enfin, Ségolène Royal fait à la fois la une de l'Obs et de VSD. Là encore, c'est un retour en grâce. Les deux hebdos l'appellent la vice-présidente. Leur couple dirige la France, écrit VSD, parlant de Ségolène Royal et de François Hollande, évidemment. VSD qui nous apprend au passage que Ségolène apprécierait Julie Gaillet, mais j'ai sursauté. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas vous. Cela ne nous regarde pas, Julie. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse quotidienne régionale ce matin? Des ponts en tout genre. À la une de l'Alsace qui s'intéresse à ces jours fériés qui se succèdent au mois de mai. Pourtant, à Mulhouse, l'usine PSA et les sous-traitants vont travailler week-end et jours fériés pour répondre à un objectif de production supérieur de 13%. Dans l'Est républicain, il est aussi question de PSA avec le cas de l'ancien patron Philippe Varin. Chapeau la retraite, écrit le journal, alors que malgré sa promesse, il touchera bien une retraite chapeau. Un titre qui interpelle aussi, qui fait presque sourire pour un sujet pourtant tout ce qu'il y a de plus sérieux. Tempête sur la patate, écrit l'Éco-Républicain, c'est ça le titre. Voyez, vous souriez. Et pourtant, les cours de la pomme de terre sont en chute libre. Exemple avec ce producteur eurélien qui vend actuellement sa production 5 centimes le kilo. 5 centimes le kilo, c'est incroyable. L'histoire qui vous a le plus marqué nous emmène en Haute-Saône avec le Parisien. Et en Haute-Saône, c'est bien connu, il n'y a pas la mer. Bravo Thomas. Et pourtant, Marion, et pourtant. Et pourtant, c'est un port qui va voir le jour à Héricourt, pas très loin de la Suisse, sans doute l'une des communes les plus éloignées de la mer, 600 km. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Héricourt est installée depuis 1880 l'entreprise Gossin, spécialisée dans la fabrication de matériel portuaire. Les affaires sont florissantes, le carnet de commandes est plein pour les 5 prochaines années. Et pour achever de convaincre les clients, le groupe familial va construire un port de 4 hectares, une sorte de showroom, vous savez, une grande salle d'exposition. Exactement. Un port témoin. Ce sera à ciel ouvert. On trouvera là des grues géantes, une tour de contrôle, un peu comme dans un aéroport, des véhicules automatisés sans conducteur. Bref, tout ce que peut offrir l'entreprise, mise en action pour favoriser l'acte d'achat. C'est ce qu'explique le patron de Gossin, qui raconte par exemple qu'il attend prochainement des représentants du port de Shanghai. Ce port permettra donc d'améliorer les démonstrations pour mieux convaincre. C'est une bonne idée, c'est audacieux. Et c'est bravo à cette entreprise qui s'appelle donc Gossin. Et c'est à lire ce matin dans le Parisien. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, on va à Berlin, en Allemagne, avec vous, dans le secret de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'entreprises où ce sont les salariés qui votent pour désigner leur futur patron? Assez peu. Non. Les scopes? C'est exactement ce qui est en train de se passer au Philharmonique de Berlin. C'est un reportage assez savoureux que j'ai trouvé sur le site de la Deutsche Welle. Dans moins de 2 semaines maintenant, les 124 musiciens de l'orchestre vont se réunir dans le plus grand secret pour choisir donc leur prochain chef d'orchestre, celui qui va succéder à l'actuel. Il s'appelle Simon Rattle. Et quand je dis secret, c'est franchement une ambiance Vatican. D'ailleurs, un critique nous dit qu'il s'agit ni plus ni moins de désigner
le pape des chefs d'orchestre, tant ce Philharmonique de Berlin fascine les mélomanes du monde entier. Et alors, il y a une liste de candidats ? Il n'y a même pas besoin de liste de candidats. Il n'y a pas besoin de candidats parce que les musiciens choisissent qui ils veulent. Alors, en général, ce sont plutôt des chefs qui ont déjà été invités par l'orchestre. Un orchestre qui va se réunir dans un lieu ultra confidentiel pour débattre, délibérer. Et pour que rien ne fuite, chacun aura laissé son téléphone portable au vestiaire pour éviter un tweet ou un SMS malheureux. De nos jours, ça arrive. Et une fois que les 124 membres seront tombés d'accord, ils pourront alors convoquer la presse. On ne sait pas encore où précisément. Quand je vous dis que tout ça est secret, alors seulement le monde entier saura qui est le nouveau chef. Alors si on regarde d'ailleurs dans la liste de ceux qui ont dirigé ce Philharmonique de Berlin, la liste est quand même très prestigieuse. Le plus célèbre, c'est Herbert von Karajan. Il est même une exception. Il avait été désigné à vie. Il est resté chef d'orchestre du Philharmonique de Berlin pendant 34 ans. Jusqu'à sa mort en 89. Et bien vous nous direz qui remporte cette élection. Moi j'ai hâte. Vous nous tiendrez au courant. Merci beaucoup Jean-Philippe Ballas. À la une de l'Écho, les célèbres chapeaux Borsalino vont rester italiens. C'est la une du Figheco ce matin, Axel. Eh oui, les mythiques chapeaux Borsalino. Voilà, le film avec Alain Delon, Jean-Paul Belmondo. Chapeau porté également par Humphrey Bogart. C'était le chapeau des gangsters des années 30. Sauf que derrière le mythe, il y a une vraie entreprise qui est installée à Alessandria. C'est en Italie, au nord de Gênes, et qui fabrique des chapeaux depuis 1857, donc date de la création de l'entreprise par un certain Giuseppe Borsalino. Alors cette entreprise a des difficultés financières, elle se retrouve au tribunal de commerce même d'Alessandria. Pourquoi ? Parce que le couvre-chef est un petit peu passé de mode. Du coup, l'entreprise a voulu se diversifier. Ça n'a pas du tout marché. Ils ont fait des vêtements, ils ont même fait des vélos Borsalino. Donc, vous voyez, ça n'a pas du tout marché. À tel point, donc, que cette entreprise est au tribunal de commerce. Alors, il y avait plusieurs grands groupes de luxe, français notamment, qui rôdaient autour de cette marque. Il y avait LVMH, il y avait Kering. Vous savez, c'est le nouveau nom de Pinot Printemps Redoute. Mais le juge italien a décidé que non, le mythe Borsalino. Il est corse. J'essaie de prendre l'accent italien. Le juge italien, il est de Bastia. Voilà. Je préfère le Chirac de Soto, moi. Donc, il a opté pour un repreneur italien, donc un homme d'affaires italien qui s'appelle Philippe Camperio. Bon, en fait, c'est un financier italo-suisse installé à Genève. Mais bon, l'honneur est sauf. Le chapeau Borsalino restera italien. Alors, je suis allé sur le site internet, donc vous pouvez acheter. C'est assez cher quand même, un chapeau. Je ne sais pas si vous avez une idée. Alors, le Panama Classic Collection 2015 coûte quand même 295 €. Oui. Mais c'est le prix du mythe. Musique. Allez, remettez votre casquette, Axel de Tarlet. À la télé ce soir, duel sur France 5 à 21h40. Sacré duel, hein. Le Luron Coluche et Varrock. Oui, c'est un nouveau documentaire inédit qui va retracer la carrière des deux humoristes. Alors, a priori, que tout oppose. On disait que Coluche était à gauche pendant que le Luron était plutôt taxé homme de droite. Coluche en salopette pendant que le Luron est en costume-cravate. Coluche prenant la vie en communauté et le Luron reste célibataire. Alors, si on n'apprend pas grand-chose honnêtement sur la vie de Coluche, en revanche, il y a des archives totalement étonnantes sur le Luron, notamment ce moment où il invite les caméras chez lui lors d'un dîner de famille. On est dans son appartement de 400 mètres carrés où il vit seul. Alors, si vous voulez, je vais demander à chacun des convives de dire ce qu'il pense de moi. Maman, moi je pense simplement de toi que qui aime bien, châtie bien, tu m'adores. Et alors on voit à l'écran Thierry Le Luron avec les yeux qui brillent, on dirait mais vraiment un enfant il est devant sa mère en l'occurrence, mais il est hyper émouvant et en même temps on sent une immense solitude qui est totalement omniprésente sur tout le documentaire, malgré une famille aimante, et les relations avec sa mère sont quand même un peu compliquées. C'est Hervé Hubert, son agent, qui le raconte. Sa mère n'a jamais su, n'a jamais voulu savoir qu'il était homosexuel, et donc il y avait un non-dit avec sa mère qui évidemment l'empêchait aussi de faire un coming out public, puisque ça aurait été aussi un coming out vis-à-vis de sa mère. Alors franchement, c'est plutôt ce côté émouvant qu'on retient du film, qui est rythmé, alors évidemment par les sketchs, notamment ceux de Coluche, qu'on revoit avec plaisir, avec des archives que je n'avais jamais vues, notamment des passages télé de la fin des années 60. On passe un excellent moment. En revanche, contrairement au titre de l'émission, il n'y a jamais eu vraiment de duel entre les deux hommes. Ils ont eu des carrières pareilles. Ils s'aimaient bien, à tel point qu'évidemment, vous en souvenez tous, en septembre 1985, ils se sont mariés pour le meilleur et pour le rire, comme ils racontaient tous les deux. C'est des images à revoir, franchement, avec un immense plaisir. Eh bien, c'est ce soir sur France 5.
5 à 21h40, le duel Le Luron-Coluche. Encore une petite précision, si vous avez des questions à poser, si vous voulez mettre Jean-Philippe Ballas sur le grill à partir de 9h ce matin, chers amis sur Twitter, vous lui posez toutes vos questions avec le hashtag BallasLive, BALASSELIVE, et Jean-Philippe sera bien obligé de vous répondre. Je vais dire la vérité sur le kiosque, vous saurez tout. Rideau sur le kiosque.